Bonjour et bienvenue. Pour notre discussion, on s'est plongé dans plusieurs articles récents sur la Tunisie. Et ce qui en ressort, c'est un portrait vraiment contrasté, presque paradoxal à l'approche de 2026. C'est ça. D'un côté, on a des défis économiques, sociaux qui semblent immenses. Et de l'autre, une énergie, une capacité à innover qui est bien réelle. C'est un tableau qui oblige à aller au-delà des gros titres, oui. On a l'impression de voir deux pays en un, en fait. C'est un peu ça. Il y a la Tunisie vue du dessus, avec les grands indicateurs macroéconomiques qui inquiètent, les blocages. Et puis, il y a la Tunisie vue du dessous, celle des gens, des entrepreneurs, de la diaspora, qui montre une résilience assez étonnante. Notre mission aujourd'hui, c'est justement de décortiquer cette complexité. On va essayer de comprendre comment ces deux réalités coexistent. Et surtout, quelle dynamique va finir par l'emporter. Commençons par le sommet, justement, avec ce grand écart économique. Le point de départ de nos sources, c'est le projet de loi de finances pour 2026. Oui, Et sur le papier, les ambitions sont énormes. On parle du retour de l'État protecteur, de justice fiscale, de soutien aux PME. c'est ça. Mais en même temps, les experts cités qualifient ce budget de promesse sans boussole. Sans boussole. Oui, ils critiquent le manque de chiffrage, le manque de vision claire sur le financement. C'est là qui est le cœur du paradoxe. Cette utopie affichée se heurte de plein fouet à la réalité des chiffres. Et ces chiffres sont eux-mêmes contradictoires, si j'ai bien compris. Exactement. D'un côté, on a des nouvelles qui pourraient sembler excellentes. Fin septembre 2025, les recettes du travail, donc les transferts d'argent des Tunisiens à l'étranger et du tourisme, ont atteint 12,7 milliards de dinars. C'est considérable. Ah oui, quand même. La diaspora, en particulier, c'est un véritable pilier de l'économie. Ça rapporte plus que le tourisme, plus que certaines exportations. C'est une perfusion vitale. Mais alors, attendez. Si autant de devises rentrent, on devrait avoir une situation financière plutôt saine, non? Or, les articles pointent des signaux d'alarme. Comment c'est possible? C'est là que ça se complique. Vous avez raison, logiquement les caisses devraient se remplir. Mais on observe l'inverse. Les réserves en devises, qui sont le matelas de sécurité du pays, Oui. eh bien, elles s'érodent. Elles sont passées de 25,3 à 24,2 milliards de dinars en un an. Et pourquoi? Où va cet argent? Il sert en grande partie à rembourser la dette extérieure. Le pays rembourse, mais comme il ne crée pas assez de croissance, il ne se désendette pas vraiment. C'est un peu comme courir sur un tapis roulant, quoi. D'accord, l'argent repart presque aussi vite qu'il est rentré. Et il y a un autre chiffre qui m'a interpellé, l'explosion de la circulation fiduciaire. Ça sonne très technique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de cash, de billets de banque en dehors du système bancaire. Une augmentation de 15% en un an, c'est énorme. Et c'est un signe de quoi? De méfiance? Souvent, oui. Méfiance envers le système ou une manière de faire circuler de l'argent dans l'économie informelle. Et cet argent, il n'est pas investi dans l'économie officielle. Voilà la tension, hein. Des revenus solides de l'extérieur qui masquent des fragilités internes très très profondes. Et j'imagine que cette tension, on la sent très concrètement sur le terrain, dans le tourisme par exemple. Une de nos sources cite Ahmed El Karmché et il dresse un diagnostic au vitriol. Oui, son analyse est sans concession. Il rappelle que 20% des hôtels sont à l'arrêt, plombés par les dettes. Il pointe le ciel aérien qui n'est pas libéralisé, ce qui maintient des billets d'avion très chers, Ce qui décourage les touristes, forcément. évidemment. Et il parle même de la propreté, un sujet qui peut paraître simple, mais qui est crucial pour l'image du pays. Mais ce qui est fou, c'est que juste après ce constat, l'article liste toutes les solutions visibles. Tourisme pour seniors, de santé écologique, le luxe. Mais attendez, ces idées, on les entend depuis 15 ans, non? Oui, oui, elles ne sont pas nouvelles. Alors si tout le monde sait ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui bloque? C'est la question à 1 million de dinars. Le problème, ce n'est clairement pas le manque d'idées, c'est le passage à l'action. Et ça nous ramène au rôle de l'État. Est-ce qu'il est un moteur ou un spectateur impuissant? Un spectateur impuissant. Et cette même question sur l'arbitrage de l'État, on la retrouve de manière encore plus frappante dans l'agriculture. Ah oui, avec cet article sur le prix des fruits qui m'a vraiment marqué. Le constat est simple. Les fruits produits en Tunisie sont devenus très chers pour les Tunisiens eux-mêmes. Exactement. Et l'explication, c'est une stratégie gouvernementale. On priorise les exportations, surtout vers la Libye, pour faire rentrer des devises. Les mêmes devises dont on parlait pour la dette? Toujours. C'est une logique macroéconomique implacable. Mais la conséquence directe, c'est que les quantités sur le marché local diminuent et donc les prix flambent. C'est quand même un comble. Un pays qui produit d'excellents fruits et sa propre population a du mal à se les offrir. C'est un dilemme terrible.
C'est un arbitrage extrêmement difficile, il n'y a pas de bonne réponse, mais ça illustre parfaitement les choix cornéliens auxquels le pays est confronté. Face à ces dilemmes, le regard se tourne forcément vers l'extérieur. L'Europe, par exemple. On a cette interview de l'ambassadeur de l'UE, Giuseppe Perrone. Il rappelle un chiffre qui dit tout. 70% des exportations tunisiennes vont vers l'Europe. Absolument. Le commerce, c'est la colonne vertébrale de la relation, pour reprendre ses mots. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dessine un avenir qui va bien au-delà. Le vrai potentiel, selon lui, c'est la transition énergétique. Il parle beaucoup du projet Elmed. Oui, cette interconnexion électrique sous-marine entre la Tunisie et l'Italie, ce serait la toute première entre l'Afrique et l'Europe. C'est un projet qui pourrait changer la donne, en fait. Faire de la Tunisie une exportatrice d'énergie verte. Précisément. L'investissement prévu est de 3 milliards d'euros pour aider le pays à atteindre 35% d'énergie renouvelable. Mais, et c'est une nuance très importante, tout ça repose sur un mot, la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette confiance? Ça veut dire que pour que les investisseurs engagent des sommes pareilles, ils ont besoin de visibilité, de stabilité. L'UE attend que la Tunisie consolide ses institutions, qu'elle sécurise le cadre juridique. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de gouvernance. D'accord. Et cette confiance, c'est aussi la clé pour la mobilité circulaire des talents, pour éviter la fuite des cerveaux. On parle beaucoup d'économie, de projets, mais tout ça repose sur une société qui, elle aussi, se transforme. Et là-dessus, les chiffres du recensement de 2024 sont vertigineux, surtout sur le vieillissement. C'est une bascule démographique majeure. La part des 60 ans et plus a bondi. On est à presque 17% de la population, plus de 2 millions de personnes. Il y a 10 ans, c'était à peine 11%. Et ça pose des défis colossaux, j'imagine, surtout en matière de protection sociale. Colossaux. Si 88% des seniors ont une couverture santé, ce qui est bien, seul 1 sur 2 a une vraie protection sociale, comme une retraite. 1 sur 2. Oui. Et derrière ce chiffre de 52%, il y a une inégalité de genre béante. 72% des hommes sont couverts, mais seulement 33% des femmes. Un tiers seulement. C'est choquant. Ça veut dire que 2 tiers des femmes de plus de 60 ans n'ont aucune ressource propre. C'est ça. Elles dépendent entièrement de la solidarité familiale. C'est une immense poche de précarité. Et ce n'est pas le seul défi social. Non. Les mêmes sources rappellent que l'analphabétisme touche encore plus de 17% de la population, et là aussi surtout les femmes. Ou encore l'inclusion des personnes en situation de handicap, où seuls 41% des jeunes sont scolarisés. Un fossé énorme. Voilà. Quand on met tout ça bout à bout, on comprend que les belles ambitions de l'État social se heurtent à un mur de réalité. Bon, le tableau qu'on dresse est assez rude, il faut le reconnaître. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'à côté de tout ça, on découvre une autre Tunisie qui bouillonne, celle des innovateurs. C'est l'autre face de la médaille. C'est vrai, et c'est un contrepoint essentiel. Le pays n'est pas du tout paralysé. Il y a une énergie créatrice indéniable. Prenons l'exemple de la start-up EdTrust, lancée pendant le Covid. Son cofondateur, Filas Dawadi, a une ambition énorme, métamorphoser l'éducation en Afrique grâce à l'IA. Et ce ne sont pas que des mots. Non. Concrètement, son outil a permis, dans une école pilote, de réduire de 40% les tâches administratives des enseignants. 40%, c'est énorme. On libère du temps pour l'essentiel, l'humain, la pédagogie. C'est le genre d'innovation qui peut tout changer. Et ce n'est pas un cas isolé. Non, on voit la même chose dans la santé avec ce chercheur Mohamed Bojawi, primé pour un test de dépistage des maladies cardiaques. Qui donne un résultat en 15 minutes. Exactement. Avec un simple échantillon de sang. Imaginez l'impact dans des zones reculées. C'est vrai. Et on voit la même dynamique dans les entreprises, avec cet article sur la cybersécurité. On passe d'une vision de défense à une vision proactive. Oui, la cybersécurité devient un levier de performance, de confiance. Et ce qui relie toutes ces innovations, c'est ce que souligne un expert, Benoît Grunewald. Il dit que la clé, ce n'est jamais que la technologie. C'est une combinaison. Toujours. Des outils performants, l'intelligence humaine et une véritable culture de la vigilance. On ne cherche pas un bouton magique, on cherche à rendre les gens plus efficaces. Et cette énergie-là, elle existe bel et bien. Donc si on essaie de rassembler les pièces, on a ce pays à 2 vitesses. Une machine macroéconomique qui semble grippée, et juste en dessous, ce foisonnement d'initiatives. C'est exactement ça. Il n'y a pas une seule Tunisie, mais plusieurs qui cohabitent. Et pour mettre ça en perspective, un article nous ramène en 2003. Il montre que certains défis, comme la fragilité du tourisme ou la restructuration de Tunisair, étaient déjà les mêmes il y a 20 ans. Exactement. On pourrait avoir ce sentiment un peu décourageant que l'histoire se répète. Que rien ne change en fait. Sauf qu'un autre texte, une conférence de l'historien François Hartog, nous met en garde.
Il explique que le contexte mondial, lui, a radicalement changé. On vit un pic d'incertitude globale inédit. Avec le climat, les guerres. Le dérèglement climatique, les conflits, une perception du temps éclatée par le numérique, une babel temporelle, dit-il. Le monde de 2026 n'a plus rien à voir avec celui de 2003. Au final, qu'est-ce que tout ça nous dit? Eh bien, la question qui reste, et sur laquelle on peut réfléchir, c'est la suivante. Face à ces nouvelles incertitudes mondiales, les formes traditionnelles de la résilience tunisienne, la diaspora, la fameuse débrouillardise, est-ce que ça sera encore suffisant? Ou est-ce que le pays sera contraint d'inventer un modèle de développement entièrement nouveau pour naviguer dans ce monde devenu profondément désorienté?